Bienvenue à la cité d'Anzas de Saint-Louis. Ici, au 19e siècle, se trouvaient les ateliers d'un transporteur de marchandises d'Anzas. Aujourd'hui, derrière ces murs se cache une cité des métiers d'art et rares. Ici, depuis 2013, une quinzaine d'artisans perpétuent des savoir-faire ancestraux. On y trouve de la calligraphie, de la peinture en lettres, du design textile, de la gravure et même, vous entendez, des instruments musicaux. La création sous toutes ses formes, c'est le thème de cette nouvelle édition du meilleur de Pourquoi chercher plus loin. Nous vous emmènerons à Dachstein, en Alsace, rencontrer une sculptrice de métal. Valérie Denisio réalise des objets décoratifs uniques pour les jardins et les intérieurs. Nous partirons en Haute-Marne, où le savoir-faire de la coutellerie se perpétue depuis le XVIIIe siècle. Avec Adrien Vautrin, une nouvelle génération d'artisans émerge pour concevoir les couteaux d'hier avec les technologies d'aujourd'hui. Nous visiterons un atelier de la cristallerie de Saint-Louis-les-Bitches en Moselle, où maître verrier et maître tailleur créent encore de fameux presse-papiers. Enfin, nous découvrirons les jardins extraordinaires des Vosges, au-dessus de la plaine de la Vologne, à 700 mètres d'altitude. Retour à la cité des métiers d'art, et rare dans un atelier très féminin. Regardez ces échantillons de tissus de créateurs, s'ils sont pas beaux. Et puis aussi ces coussins faits main, très colorés. Eh bien, c'est Lucille qui les fait. Et Lucille, hop, on la retrouve dans un univers tout blanc pour changer. Vous êtes une femme de contraste dans la déco, Lucille. Un petit peu, ouais. C'est vrai que les coussins, j'aime bien avoir des choses pétillantes et de créer moi-même mes motifs. Et pour le coup, là, on est sur des plumes en tissu. Rigide. Rigide, voilà, ça rigidifie impeccablement. Et ce sera transformé en lait de papier peint. Donc voilà, ce sera un immense papier peint. Un petit peu comme ce qu'on peut voir sur votre mur, là. Un petit peu comme, ouais. Un petit peu comme. Et puis alors là, ça aussi, c'est très très joli. Vous vous amusez en fait avec les matières. Complètement. Et là, en plus, on a des choses un petit peu transparentes avec de la sérigraphie. Donc la lumière passe différemment. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Et c'est ce qui vous fait aussi créer des luminaires. C'est ça. Les petites veilleuses, par exemple. Et, très joli. Du coup, tout ce qui est végétal m'inspire beaucoup. Donc là, j'ai repris une fougère. Et c'est vrai que la lumière passe dans rien des petits points de couture tout autour. Et il y a un aspect mystérieux qui me plaît bien. Et justement, vous parliez du végétal. C'est vraiment un fil rouge dans votre travail. Là, mon regard est attiré par le fond Je vous suis. de la pièce. Oui. Hop, qu'est-ce qu'on voit? De jolies petites guirlandes. Toujours en tissu. Toujours en tissu. Rigidifié. Rigidifié. Là, il y a une petite note dentelle qui est un peu plus précieuse. Et puis les fougères, du coup, qu'on peut facilement découper puisque le tissu est bien rigide et c'est impeccable. C'est très joli, vous avez trouvé votre univers. Il y en a pour les filles, pour les garçons. On peut même en faire un collier si on est vraiment très très créatif. Je vous en ferai un exprès pour vous. Merci. En tout cas, c'est très très beau. Et là, je vais vous faire découvrir autre chose. Des presses papier, mais en cristal. Ça se passe à Saint-Louis-les-Bitches, en Moselle, dans une manufacture qui perpétue cette tradition depuis le XVIe siècle. Monsieur Xavier, salut Xavier, tu vas bien? Bonjour Roger. Oui, Bonjour. ça va. Qu'est-ce que tu fais de beau, Xavier? Bah, écoutez, je prépare le pistil pour le presse-papier Dahlia Noir là, qui est devant vous. Et sinon, j'ai différentes baguettes là pour d'autres presse-papiers aussi, d'autres préparations. Alors Xavier, c'est ces petites baguettes de couleur là qui te servent à faire les presse-papiers? Oui, oui.
Elles sont faites en quoi ces baguettes? Elles sont fabriquées comment? C'est des baguettes en cristal, hein. C'est assez spécifique à la cristallerie. Donc c'est une matière en fusion que deux verriers viennent séparer dans une certaine longueur, sur une certaine longueur dans ce couloir à l'extérieur. Il faut que je te dise quand même qu'il est chevalier des arts et des lettres, oui. Et récemment, tout récemment, Xavier, meilleur ouvrier de France. Alors, ça se passe comment, là, exactement, la fabrication? Qu'est-ce qu'il fait là, oui? Donc à partir de toutes ces baguettes, on prépare les différents motifs dans cet atelier-là. Oui. Et donc ce qu'on appelle l'empaquetage va se faire à l'extérieur devant l'ouvreau. Tu peux nous dire combien de temps tes magiciennes décoratrices mettent pour constituer le décor? Bon, ça dépend de la complexité du motif sûr. à réaliser, mais Mais bon, en moyenne en moyenne, ça entre 3 à 4 heures, mais ça peut aller jusqu'à 8 heures sur un fond. Jusqu'à 8 heures. Oui. Là où on a fait quand même le plus de recherches, c'est le presse-papier pissenlit. Pissenlit. Oui. Oui. Et pourquoi? Et parce qu'on a découvert d'autres techniques et la façon de faire, on a vraiment trouvé un système de fabrication que personne ne sait comment c'est fabriqué. Tout le monde nous pose la question et nous on garde ça un peu au secret. Ce qui est bien à la cité d'Anzas, c'est qu'on est très vite piqué par le virus. Là, je me teste au sign painting, c'est de la peinture en lettres. Alors c'est un vieux métier qui revit aujourd'hui ici grâce à vous, Jonathan. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la peinture en lettres? Depuis tout petit, j'ai toujours aimé dessiner et avec mon cursus dans le milieu du graphisme, je suis tombé là-dedans avec quelques voyages à l'étranger, comme à Londres, où je voyais les artistes peindre sur les pubs et en fait c'était un écoulement naturel. Je voulais travailler de mes mains en fait. Je voulais travailler avec mes mains. Alors moi j'ai pas l'habitude de travailler de mes mains, comment je m'en sors là? Pas trop mal, bon je devrais faire des retouches parce que... C'est vrai? Mais ça va pour une première fois. Pour une première fois ça va, d'accord. Alors vous aimez surtout les années 50, le côté vintage, côté fait main. C'est le côté fait main, Moi voilà, quand je vois ça, je revis les westerns qu'on voit au cinéma. C'est ça, voilà. C'est un petit peu mes inspirations, c'est le côté rétro que j'aime beaucoup et ça te donne une touche un petit peu plus originale et plus... poétique. Et aussi le fait main qui est humain, qui te donne ce côté très authentique, quoi. Vous parlez d'humain, ça tombe bien parce que vous n'êtes pas tout seul ici. Il y a aussi Stéphane et Francis. Alors Stéphane, c'est plutôt le street artiste de la bande, hein. Stéphane, qu'est-ce qu'on peut dire sur votre travail? Là, on voit qu'il y a des mobiles. Oui, je réalise des constructions mobiles. Je m'inspire en fait des écritures urbaines, des graffitis, des tags, et j'essaie de les reconstruire dans des mobiles, avec de la typographie, des logos, et je construis des mots, des nouveaux mots, souvent avec des significations positives, et je les sème dans la rue au gré de mes promenades et de mes envies. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'il y a une vraie émulation artistique entre vous trois. Vous vous appelez d'ailleurs les Trois Mousquetaires. Vous avez créé un collectif. C'est ça le collectif Back to Type depuis début 2017. Back to Type, Ouais, voilà, retour sur la typographie avec des œuvres communes. Voilà, ça c'est une série de 2 tableaux qu'on a réalisés pour Barcelone, une expo l'an dernier. Donc ils sont vraiment réalisés à 6 mains. À 6 mains, et il nous en manque 2 des mains, celle de Francis, qui lui est lettreur. Alors on dit faire du lettering dans le métier. Francis, vous, ce que vous aimez, c'est vraiment ne pas travailler à l'ordinateur, mais au départ, dessiner. Oui, tout à fait. Ouais. Le lettrage, c'est la création de lettres et de mots de manière unique et authentique, donc fait manuellement. Et donc, moi, je fais ça toute ma journée. Je crée des lettres à travers des logos, des illustrations, des choses comme ça. On peut encore créer de nouvelles lettres aujourd'hui. On peut toujours créer de nouvelles lettres. C'est et là, l'avantage un peu du lettrage, c'est qu'on va penser la lettre, mais à la fois les mots en entier. Donc, on va pouvoir donner, par exemple, à des logos et des illustrations, un caractère unique, en fait. C'est le gros avantage du lettrage, en fait. Est-ce que vous pourriez réaliser une typo au couteau?
Ça serait original, mais je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Oui. C'est possible? Ah oui, il n'y a pas de problème. Si je vous dis ça, c'est parce qu'on va partir voir un coutelier en Haute-Marne, dans le pays nogentais, le pays traditionnel de la coutellerie. Et si Adrien Vautrin utilise les techniques traditionnelles pour faire ses couteaux, il mise aussi sur les nouvelles technologies, notamment pour réaliser des répliques de couteaux anciens. Il fait partie de la collection permanente, il a une bonne place dans le musée, parce que c'est quand même une des pièces les plus emblématiques de Nogent. Je ne l'avais jamais touché, mais à travers la vitrine, c'est vraiment toujours une pièce qui m'émerveillait, quoi. Ça a été créé après avoir vu le Zeppelin, le dirigeable allemand, qui est tombé pendant la Première Guerre mondiale. Et donc ça a attiré beaucoup de monde. À l'époque, 2 couteliers de Nogent sont allés le visiter, les frères Garnier. Et c'est en voyant le Zeppelin qu'ils ont eu l'idée de construire ce couteau qui a la forme du Zeppelin. Moi, voulant vraiment être dans la tradition nogentaise, faire des belles pièces, et puis aussi un petit peu en voulant se faire remarquer faire un petit peu un coup d'éclat, parce que c'est quand même une pièce qui est complexe à réaliser. Je me suis lancé là-dedans, c'était fructueux, j'ai remporté un concours avec. Il a été vendu à un collectionneur, et aujourd'hui j'en ai d'autres à fabriquer, quoi. Pour moi, c'est un peu le Graal de mon métier, c'est-à-dire faire une pièce, typiquement la pièce de collection inutilitaire, qu'on achète simplement parce qu'elle est belle. Il y a 8 pièces à l'intérieur. Alors la particularité, c'est que un couteau, normalement, les pièces sont parallèles les unes à côté des autres, dans le cas où il y en a plusieurs. Ici, elles sont toutes placées par 2, perpendiculairement les unes aux autres. Et donc c'est pour ça qu'on peut avoir cette forme de ballon. La coutellerie qui me plaît, c'est celle-là. Moi, c'est pas le couteau, c'est pas l'arme qui m'intéresse, c'est plutôt des pièces comme ça. Alors là, vous voyez, Magali est très concentrée et c'est normal parce qu'elle est graveuse et que ça demande beaucoup de précision. Tout se passe bien, Magali? Très bien, vous tombez à un point nommé. Là, je suis en train de terminer une plaque, c'est-à-dire que je l'ai trempée dans l'acide avec ce motif de plume. C'est très beau. Donc n'hésitez pas à la toucher parce qu'elle est douce comme une vraie plume et quand on met l'ongle très légèrement, on sent les stries qui vont me permettre de laisser l'encre se glisser dedans pour l'impression. Et je vois que vous avez un certain intérêt pour le végétal. Là, ce sont des coquelicots? Tout à fait. Donc sur le principe d'un herbier, je les emprisonne ensuite dans le vernis et ça laisse des traces qui sont intéressantes graphiquement et que je trempe dans l'acide et donc qui me donnent des résultats à l'impression qui sont très intéressants en général. Mais et avant tout ça, on fait quoi? On prépare un petit peu la plaque. Donc ici, la plaque à nu, elle arrive, il faut l'ébavurer, donc limer le bord, la dégraisser avec le blanc de Meudon. Blanc de Meudon, voilà. C'est une matière... C'est du calcaire, qui permet de vraiment dégraisser finement la plaque. Et ensuite, on la vernit pour pouvoir protéger le dos de cette plaque, entre autres. Et pour exemple, voilà, un graphisme assez simple qui permet de passer ensuite au bain d'acide, comme je l'ai fait pour la précédente plaque que je vous ai montrée. Toutes vos plaques sont rondes? Oui. C'est un hasard ou... Non, c'est une volonté. Une volonté? Voilà, c'est une forme parfaite et qui n'oblige pas un sens de lecture en fonction si on fait de l'abstrait ou du représentatif. Vous faites un peu les deux? Beaucoup d'abstrait? Quand même, oui, j'accepte très bien l'abstraction et les accidents que j'ai avec la matière, le cuivre, avec les acides. Cette plaque, une fois que je l'aurai ancrée, je vais la placer, donc là j'ai préparé mon gabarit. Là, je la place comme ceci. Je vais chercher un format de papier. Là, je vais travailler sur très grand format. Je vais le disposer sur le tablier de ma presse. Ensuite, poser le feutre pour protéger. Régler la pression de mon cylindre et passer sous presse.
Et après, ce sera la surprise. Ce sera la surprise, c'est comme un cadeau à Noël. Voilà, on voile. voilà. Vous savez jamais exactement à quoi ça va ressembler, vous avez une idée, mais finalement On peut c'est... anticiper énormément la teinte, le choix du papier, etc. Mais ça restera une surprise. Merci beaucoup pour ça. Nous, on va y voir une autre femme qui, comme vous, est passionnée, est une artisan. Elle se définit comme une couturière de métal. Elle s'appelle Valérie Denisio. Elle sculpte des objets de décoration en métal et elle a même démissionné de son métier d'enseignante pour se consacrer entièrement à son art. J'ai commencé par créer des petits personnages en fil de fer très fin. Donc, avec tout simplement une pince, mes doigts, voilà. Ils n'avaient pas encore de corps, ce ne sont que des petits visages. Mon papa était ferronnier d'art et c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui je travaille le métal aussi. J'ai passé pas mal de temps dans son atelier, toute petite, à regarder derrière les rideaux de soudage parce que ça m'impressionnait. Alors c'est peut-être là que vient cette envie aujourd'hui de faire vraiment ce que j'ai au fond de moi, que j'ai eu depuis toute petite finalement, que j'ai découvert qu'à peut-être une quarantaine d'années, où j'ai pu enfin faire avec le fer des créations. Et ça me ravit, évidemment, puisque je pense être là pour ça. Je ne dessine pas souvent mes pièces. Tout se fait entre mes mains. Et il m'arrive parfois d'avoir des flashs, des images dans ma tête. Et ça se passe comme ça. Et ensuite, mes mains font. Je ne l'explique pas vraiment. Je pourrais appeler ça de l'art intuitif, hein. Et c'est ça qui est magique. C'est que parfois, je commence et je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Et pour moi, c'est toujours merveilleux parce que quand je vois la pièce finie, il m'arrive de faire couler une larme. J'utilise pas mal de fer que je trouve dans l'atelier. Ce sont des chutes, des morceaux de fil de fer, des pièces qu'on a peut-être loupées quand on a fait les pièces. Et c'est de la récupération en fait. Je n'utilise que ça, c'est mon jeu. J'utilise du fil, je fais des petits points de soudure et finalement j'ai fini par m'appeler la couturière du métal. J'aime beaucoup cette expression. Ce que j'aime aussi énormément, c'est de faire rouiller les pièces parce que j'ai l'impression qu'elles continuent à vivre sous la pluie, sous le soleil. Et c'est ce qui est rigolo, c'est que même du métal qu'on penserait croire qu'il n'est pas vivant, il vit. J'espère un jour que mes pièces vivront plus longtemps que moi, seront ici plus longtemps et embelliront, on va dire, les endroits les plus beaux. Il est bruyant votre atelier là, Jean-Pierre. Ça peut, j'arrête. Vous pouvez éteindre? Ah. C'est dit bien. Ah, c'est mieux. Et dire que vous fabriquez des instruments sonores. J'espère que c'est plus mélodieux que ça. Oui, il faut passer par là parfois, mais c'est beaucoup mieux après. Oui. En parallèle, vous êtes sonothérapeute. Vous allez nous expliquer. On y va. Donc voilà l'outillage pour l'assemblage des différentes lames DPCA. On dirait un peu un instrument de torture comme ça. Hein. Ça pourrait, ouais. Si mettez votre main et. Oui, qu'est-ce qui se passe? Vous allez retrouver une main palmée, donc c'est sympa. Hein. On va éviter. Bon, on regarde quand même ce que ça donne sur l'instrument et pas sur vos mains. Ah bah oui. Je suis. C'est un bel objet, hein. C'est ça le voctacorde. Ouais. Et ça ressemble un peu à une harpe, hein, si je peux me permettre. Ouais.
Alors justement, sauf à la différence d'une harpe, toutes les cordes sont sur la même tonalité. Ah oui, Voilà. on peut rien jouer, hein, pas de partition. Non, c'est simplement les harmoniques qui, on va dire, qui chantent. Je suis parti d'un instrument existant. En fait, c'est une famille de monocordes. Alors simplement, j'ai rajouté des cordes parce que je voulais beaucoup plus de cordes pour une sonorité un peu plus ample. Et surtout, en fait, je voulais rajouter le chevalet mobile, donc là, qui permet de changer la tonalité de toutes les cordes en même temps. Et donc ça n'existait pas. Et alors, vous en servez comment? Alors, soit la personne est allongée sur une table de massage, et donc je pose le Voctacorde sur son corps, et donc je joue au-dessus. Donc ça, c'est une première possibilité. Alors ça, c'est très relaxant. Mais une autre possibilité intéressante, donc, c'est de prendre le Voctacorde et de le mettre donc, sur ce siège. Et donc, asseyez-vous. Et je m'assieds et je fais le cobaye. Voilà. Et donc là, je joue. Ah oui, d'accord, on sent les vibrations qui traversent le corps. On les sent et on les entend, elles passent partout. Ah oui, ça détend, hein? C'est le but. Ça part du ventre, on sent que ça monte, et ça va même aux jambes. Ah, c'est intéressant. Et vous en servez pour quels usages? Donc c'est une thérapie énergétique, la thérapie sonore, et donc entre autres, tout ce qui est troubles psychosomatiques, par exemple, c'est bien indiqué. D'accord. Voilà. Eh bien, vous, Jean-Pierre, vous soignez avec le son. Il y en a d'autres qui soignent avec les plantes. Voilà. Eh bien, justement, ça tombe bien parce que on va partir dans les Vosges directement au jardin de Berchigrange. Et là-bas, vous allez voir, c'est un vrai petit Éden. Moi, je vais me laisser aller parce que là, j'ai l'impression de partir au paradis. Voilà, donc le potager avec les plantes pour se nourrir, mais aussi des plantes pour se soigner, et puis des fleurs pour décorer la maison. Typique du jardin de cottage. Donc jardin de cottage qui a une ambiance assez intime, mais quand même ici avec tout un travail sur les perspectives pour ouvrir un peu, pour donner aux gens l'envie d'aller un peu plus loin. Et là, on aperçoit bien l'importance des structures dans ce jardin. La forme des gazons et toutes ces taupières, ce pont et ce château là-bas végétal qu'on aperçoit, ça crée du rythme et du mouvement, même quand il n'y a pas de fleurs, même quand il fait gris. Donc c'est très important d'avoir ce genre de choses dans un jardin. On arrive ici dans le jardin de fraîcheur. En jardin de fraîcheur, pourquoi? Parce qu'ici, on est exposé au nord, il fait plus frais et on a beaucoup d'eau. Donc on a installé des plantes qui aiment la fraîcheur, comme cette grande berce du Caucase, qui vient des pays de l'Est, qui est une plante majestueuse, magnifique. C'est une plante qui a inspiré les artistes du courant Art Nouveau, l'école de Nancy. Mais c'est aussi une plante qui peut être dangereuse, qui peut provoquer des brûlures par photosynthèse avec le soleil, donc il faut faire vraiment attention. En plus, elle a tendance à être très prolifère. Donc nous, on l'empêche de se multiplier en coupant les fleurs dès qu'elles sont en graines. Voilà. Certaines plantes sont intéressantes aussi. C'est intéressant de voir la fleur de tout près. C'est pour ça qu'on essaie de les mettre un petit peu en hauteur sur ces structures. Et là, il y a des plantes qui vont monter, pousser jusqu'à 3-4 mètres. Donc dans un mois, on passera sous les plantes. Voilà, ça crée une atmosphère, c'est un petit peu comme Alice au pays des merveilles. Oui. Et surtout, ça permet de voir des plantes comme cette fougère, par exemple, qui a un feuillage gris métallique. Et à cette hauteur-là, on en profite beaucoup plus que si elle est au ras du sol. Donc voilà, tout ce jardin, il a été conçu dans cet esprit-là. Après, on a ici un petit chemin, un petit pont qui permet de passer par en dessus et de voir les plantes par en dessous. Et là, ça permet à cette fleur jaune, par exemple, de se détacher vraiment du ciel bleu. Ça crée un contraste qu'on ne peut pas avoir si on laisse la plante pousser dans des endroits plus ordinaires.
Ce qui est vraiment bien ici, c'est qu'il y a vraiment des artisans venus de plein d'horizons différents. On peut se tester à plein de choses comme la calligraphie chinoise, la peinture chinoise. La chaîne Grenouille, c'est bien une première, un vrai défi. D'ailleurs, tiens, vous aussi, je vais vous en lancer un, 2 défis. Si vous avez des idées de lieux ou d'activités insolites, si vous connaissez des personnes passionnées qui sont prêtes à nous transmettre leur savoir, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. Le merveilleux est à portée de main, alors pourquoi chercher plus loin? À très vite pour d'autres escapades dans le Grand Est.